On a véritablement, avec un vignoble, une culture pérenne, c'est-à-dire que la vigne va être plantée pour des années et ce bois amène un équilibre extraordinaire à notre vignoble. La construction, en fait, elle est faite pour protéger les vents dominants. Et ce bois nous protège des vents dominants aussi. Je pense que c'est aussi la raison pour laquelle on n'a pas gelé. Pour moi, le sol est très important, mais je tiens toujours à accentuer cette influence de la lumière, de l'air environnant, du relief, de tous ces courants qui animent en fait la surface du sol et qui sont ô combien importants. Nous, nos sols, souvent, sont, alors d'autant plus après une pluie, mais en général, sont d'une couleur chocolat, mousse au chocolat presque, très sombre. Une texture, une structure granuleuse, on est proche de la, je sais pas, de la semoule ou du boulgour, je pourrais dire, et puis très aéré. On a des sols battants aussi, mais vraiment que sur le dessus, et après le reste, souvent, dès qu'on met un coup de bêche, on voit que c'est tout de suite aéré. Quand on touche cette terre, c'est fabuleux, quoi. Et puis elle sent bon, et c'est un vrai changement, il y a un vrai changement. D'ailleurs, on peut l'observer uniquement par la couleur qu'aura un sol sur lequel il y aura eu des préparations biodynamiques et sur un sol qui n'en aura pas eu. Là, on fait la couleur du sol, c'est important, ça va nous permettre de le suivre après dans le temps. Quand on travaille correctement, on voit les sols aller vers l'oxydation, donc ils vont évoluer dans cette direction-là. S'ils évoluent dans cette direction-là, c'est qu'au contraire, ils sont en train de se refermer. Donc c'est important de prendre la couleur pour voir un peu comment le sol va évoluer. La biodynamie, par exemple, fait beaucoup rougir les sols, surtout en profondeur. Après, on est en 10YR 4. Et la gutite, elle est à... Ouais, c'est cadeau, quand même. Oui, mais voilà, après, c'est ce qu'on veut. Par contre, On n'a pas fait la pression, là. Ah si, je l'ai fait. Si, c'est là où on l'a fait. Un terroir prend tout son sens si on est sur des sols vivants. Aujourd'hui, malheureusement, les appellations ont perdu un peu cette notion de terroir par la mort des sols. Dans le système d'agriculture actuel, on a une plante qui est complètement déconnectée de son terroir, de son sol, dans la mesure où toute la chimie qu'on utilise, ça déconnecte tous les liens en fait. On va utiliser des désherbants, des insecticides, des antifongiques de synthèse, et tous ces produits-là contribuent à détruire, on va dire, la vie du sol. Et on a une plante qui est complètement assistée en fait, on a une plante qui est complètement sous perfusion. Si on fait de la perfusion comme ça, de toute façon effectivement le terroir ça ne sert plus à rien. C'est juste un support, bon, c'est un ancrage physique, mais après c'est tout ce que... Pendant des millénaires, on a laissé la vie s'exprimer sur des lieux, et certaines plantes sur certains lieux, en l'occurrence la vigne sur les vrais lieux d'appellation contrôlée, pouvaient faire des merveilles. En lançant les désherbants, les systémiques, les engrais chimiques, on a cassé cette machine, on a cassé cette chanson, on a désaccordé l'instrument de musique. On parlera de terroir forcément parce qu'on va se baser sur une carte et sur une appellation et voilà, la vigne elle est à tel ou tel endroit, donc elle a été effectivement plantée sur un terroir, enfin sur un lieu. Après, le terroir en termes de goût... Il ne peut pas y avoir de terroir, puisque la vigne, la plante à ce moment-là est coupée justement de son milieu vivant. C'est-à-dire, si vous voulez, un terroir, ça passe par la vie. La vie d'un sol, la vie de la photosynthèse, qui sont les deux capteurs à ce qu'est une appellation contrôlée. Vous savez que la Bourgogne, c'est une mosaïque de terroirs. On n'a qu'un seul cépage pour les rouges et un seul pour les blancs. Et s'il y a autant de vins différents, c'est parce que les terroirs sont différents. C'est-à-dire les sols, les sous-sols, l'exposition, l'altitude, les courants d'air, etc. Et on peut s'apercevoir que d'un millésime à l'autre, les vins sont différents. Ils sont tout aussi charmeurs, tout aussi intéressants, mais ils sont différents. Et ça, c'est le respect, si vous voulez, de la nature. Très très souvent, lorsqu'on goûte des vins en biodynamie, on a ce phénomène qu'on appelle vibratoire. Des vins vibrants, vivants. Que je n'ai pas encore retrouvé aujourd'hui dans des vins qui sont en culture conventionnelle, en culture chimique. C'est vraiment le marqueur principal, quelle que soit l'appellation, la région, la zone géographique. Et on retrouve vraiment toujours dans les vins
qui ont été issus de cultures biodynamiques, toujours une acidité, j'ai envie de dire, vraie, vibrante. La vie n'appartient pas à la Terre reçoit la vie. Si on retire la Terre du système solaire, tout va plus ou moins crever. Tout le système planétaire, tout le Soleil qui aide à la vie, au développement de la vie des plantes. Donc la biodynamie aide à recréer ce contact et en conséquence, vous avez des fruits, des raisins qui sont juste beaucoup plus complets, qui expriment beaucoup mieux et les sols et les terroirs. Pour les légumes, vous avez des légumes qui ont des vitamines, les minéraux dont l'homme a besoin. Pour moi, la caractéristique d'un grand vin est déjà liée à deux paramètres indissociables. Le terroir, on ne peut pas produire de grand vin sans avoir déjà à la base un grand terroir. Et après, il faut un grand vigneron, puisque la corrélation des deux produira obligatoirement un vin de très belle qualité. On ne peut pas avoir un grand terroir avec quelqu'un qui ne sait pas faire du vin, et un vigneron qui est extrêmement doué s'il n'a pas un peu un aide de la nature en termes de terroir. Grâce à la biodynamie et grâce à la réactivation de la vie microbienne dans les sols, l'enracinement qui s'approfondit considérablement, et ça on a pu le vérifier avec Pierre Masson notamment, mais quand on met un coup de bêche dans une vigne et qu'on voit les herbes, déjà ne serait-ce que les herbes de surface, qui ont un enracinement qui est tellement plus profond que dans la vigne d'à côté où on ne trouve pas la même chose, on trouve la même herbe mais on ne trouve pas du tout le même enracinement. Il est évident qu'à partir du moment où il y a un sol qui est oxygéné en profondeur, les racines elles vont aller dedans, elles vont plonger, puis ça va vous donner des goûts de terroir plus complexes. Avec des racines comme ça, là, en surface, ça peut pas faire bon. Vous ne pouvez pas faire bon. Hein. Là, ça, c'est pas d'expression possible. De terroir, là. La moyenne en France est passée de 3,50 m à moins de 50 cm pour l'enracinement des vignes. Donc après, les gens vous disent, j'ai une vigne de terroir. Oui, mais enfin, ces racines ne vont pas dans le terroir, ça sert à quoi? Donc, alors ça, évidemment, c'est très désagréable à entendre pour un vigneron. Hein, quand il découvre, il voit l'état de ses enracinements, je peux vous dire qu'il fait la tête. Hein. Pour faire croire que c'est terroir, avec la complicité d'un certain nombre de journalistes, on va vous balancer 320 goûts en cave avec des levures aromatiques, souvent obtenues par génétique, et on a le toupet de vous dire que c'est le goût du terroir. Mais je veux dire, vous avez une loi en Europe qui est la transparence du goût. Tout le monde y est soumis, sauf le restaurateur et sauf le viticulteur. Mais quand vous voyez des vins prestigieux qui vous balancent du goût de terroir et qui vous balancent des levures aromatiques dans les vins, et même un œnologue qui, dans une émission de télévision, disait avec les yeux qui clignaient de joie que pour les Chinois, il faut prendre des levures qui ont plutôt un goût fumé, pour les Américains, des levures qui ont plutôt un goût de fruits rouges, on se dit, excusez-moi, vous avez assassiné les appellations et vous avez en plus le toupet de parler de terroir. Il y a des gens qui, à mon avis, revendiquent le terroir en faisant bien des entorses à la notion de terroir. Ça, c'est à chacun de l'apprécier par la connaissance qu'il a du vigneron, par le ressenti qu'il a avec les vins qu'il déguste. Et ça veut dire qu'il faudrait que les vignerons fassent leur propre compost avec des fumures venues de la région, pas du domaine lui-même, mais dans une petite région agricole. Les sortir de l'obsession de la quantité, du rendement, et puis de les faire passer à la compréhension de la qualité du vin, qualité des blés, qualité de la viande, passer de la quantité. Ils sont obsédés par les rendements et il faut essayer de leur faire comprendre que ce n'est pas les rendements qui comptent, c'est la qualité qu'ils vont offrir aux personnes qui boiront le vin ou qui mangeront le pain qu'ils produisent. Donc c'est ça, c'est passer à la qualité. C'est toujours ces centres de profit qui viennent perturber notre activité. Il y a une société qui va faire du profit sur un produit qui est sous nos pieds. Ça n'a pas de sens, ça. Pour moi, ça n'a pas de sens. Il faut quand même constater que sur les vins en biodynamie, c'est quand même des vins qui coûtent plus cher. Ça s'explique principalement par la main-d'œuvre en fait. Nous on a 30% de personnel en plus par rapport à un domaine en conventionnel en fait, parce que il y a le travail du sol qui est fait, il y a un travail, on va dire si on veut faire un travail pointu au vignoble, le passage des préparations qui sont faites à la main. Et c'est vrai que c'est quand même marginal, puisque c'est quand même une démarche très particulière. C'est une démarche déjà dans sa tête. Hein. Il faut faire abstraction de ce que je disais tout à l'heure, de tout ce qui est quantité de matière, pour partir dans un truc un petit peu dans les astres et dans le cosmos et dans des choses qui sont moins rationnelles. Et on a quand même une formation rationnelle. Hein. Les jeunes, on les forme à des choses rationnelles. Donc, peut-être que l'école soit un petit peu moins rationnelle.
rallongé, regarde. Ah, ils ont dû quand même remplacer ça, non? Donc nous, ce test-là nous permet de savoir qu'est-ce qui s'est passé et après, au laboratoire, de dire c'est parce que le sol est trop riche en sable, quand on va faire la granulométrie, ou parce que votre sol, il a un problème, vous l'avez, il n'y a plus d'activité biologique, il n'y a plus de faune, votre structure n'est pas bonne et faites attention, vous êtes dans une dégradation pas bonne. On identifie un élément, le fer, qui est le plus facile à mettre en évidence sur le terrain, parce qu'autrement, après, il faut des appareils plus compliqués. Et donc, en fonction de la coloration qu'on va déterminer, qu'on va voir, l'oxygénation, c'est au-dessus. Là, on va avoir une couleur rouge, parce que le fer, quand il est oxydé, c'est la rouille, il est de couleur rouge. Et quand en bas, quand il n'y a pas assez d'oxygène, le fer va être révélé sous sa forme réduite et on aura une coloration bleue. Parce que c'est deux tests différents. Alors vous voyez là déjà tout de suite. Donc ça veut dire que là c'est un sol qui est riche en fer. L'objectif c'est de regarder si le sol est oxygéné, c'est-à-dire que si on n'a pas si les racines peuvent descendre, s'il y a une belle porosité, si l'oxygène va descendre en profondeur pour permettre aux racines de descendre. Et puis en général, ça permet aussi à l'eau, ça veut dire que le sol, il est poreux. Par exemple, quand vous avez un sol très argileux comme ici, c'est plutôt de l'humus qu'il faut apporter. Quand on est dans un sol sableux, c'est plutôt de l'argile qu'on apporte. Donc on appelait ça amender un sol. C'était un peu comme on gère une maison, on lui entretient sa toiture, on entretenait les sols. Et puis il y avait les engrais pour nourrir les plantes. Maintenant on ne fait plus que des engrais. Y a plus de, d'ailleurs, on n'a plus dit paysan. L'homme qui fait le pays, on dit exploitant agricole. C'est plus cette notion j'entretiens mon pays, c'est j'exploite, ce qui n'est pas la même chose. Une fertilisation importante en surface, ça veut dire que le sol, il n'a pas forcément de fond et que en fait les éléments sont lessivés et là c'est pas le cas parce qu'on a un sol qui est argileux, mais dans des sols par exemple qui sont riches en sable, on peut avoir une inversion de la couleur et le sol est vivant, il a une belle porosité mais il ne retient pas ces éléments. Donc au niveau de la fertilisation, on va dire il vaut mieux la scinder plutôt que de mettre tout d'un coup, parce qu'en fait la moindre pluie, ça part dans le fond et ça pollue les nappes phréatiques. Donc là c'est important pour ça, mais là bon c'est pas le cas, parce qu'en plus on a un sol, mais on le vérifie toujours. Et là on fait quand même le test à l'envers. Et en profondeur, quand on a une coloration, surtout sur le calcaire, là si on a un bleu qui vire au bleu turquoise, on fera nous une analyse du calcaire actif parce que à ce moment-là, c'est le choix du porte-greffe. S'il y a trop de calcaire actif, et on est obligé de choisir un porte-greffe qui est pas sensible au calcaire actif. Par exemple, le riparia est extrêmement sensible au calcaire actif, donc là on dira non, faut pas en mettre quoi. Voilà. Donc 420 alors. Là, en fait, elle sera faite dans l'analyse, mais il y a des chances qu'on a plus de calcaire actif ici que là-bas, parce que là, on a franchement un turquoise qui arrive, que tout à l'heure, il n'y en avait pas.